Bonjour à tous, c'est pratiquement le week-end. Jessie, bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être de retour. Merci à vous d'être de retour. Bien, alors voilà, aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le dernier jour. On va avoir un programme un petit peu plus léger que les autres vendredis pour votre plaisir. On va recevoir tout à l'heure André Berton, qui est l'auteur de ce bouquin, qui s'appelle Les carnets secrets d'une radio qu'on connaît très bien, RCI, on va en parler tout à l'heure. Et puis, plus tard, on va recevoir un journaliste africain spécialiste des questions du Rwanda, M. Onana. On va parler avec lui de la politique de la France-Afrique, particulièrement. Ils sont en Guadeloupe depuis 2 jours. Ils ont fait une conférence hier soir à Bastia. Ils seront ce soir au Mémorial. Avec lui, on parlera un peu de cette politique française de la France-Afrique, telle qu'on le conçoit. Sinon, la revue de presse, ce sera un peu plus tard, mais pour l'instant, les titres du journal, c'est ici. Merci Danick, et tout de suite les titres qui seront développés dans ce ZCL. Harry Chalus a rencontré hier le Premier ministre de la Dominique, une rencontre qui s'est déroulée dans le cadre de la politique de coopération régionale. Les 2 îles ont tout intérêt à travailler ensemble. Et conseil d'urgence à Lamentin, les élus se sont réunis hier suite aux actes de vandalisme perpétués dans la ville du Lamentin. Le conseil a créé une nouvelle polémique, Sapoti vs Toribio. Et ce matin, à Pointe-à-Pitre, a eu lieu l'inauguration de la résidence autonomie Mundubut, un nouvel établissement pour les personnes âgées, un accompagnement qui répond à la problématique du vieillissement aujourd'hui en Guadeloupe. Ça sera tout à l'heure dans le développement de l'actualité. Bien, ici, je ne sais pas s'il faut présenter André Berton. Il a sévi à RCI, bien sûr. Il a sévi aussi à Caribe Hebdo, c'est un journal à l'époque, un hebdo martiniquais. Il était aussi à RFI. Il a été rédacteur en chef à RFO Guadeloupe. Et puis on l'a retrouvé à TV. Et puis voilà, il sort un bouquin qui fait polémique. André Berton, bonjour. Qui fait polémique, non, qui n'a pas eu d'écho pour l'instant sur RCI, preuve que le titre Carnet secret doit bien cacher quelque chose. Jessie, question. Alors pourquoi cet ouvrage ? Parce que, pour une raison toute simple, par curiosité, un jour j'ai demandé à l'une de mes filles qui est en doctorat à l'université en Martinique de regarder aux archives ou bien à la bibliothèque universitaire si elle trouvait quelque chose sur l'histoire de la radio aux Antilles. Eh bien, il n'y a absolument rien sur l'histoire de la radio aux Antilles. Et c'est pourquoi dans ce livre d'ailleurs, j'élargis un peu le spectre. Je ne parle pas seulement de RCI. RCI, c'est un peu le prétexte puisque la radio est toujours là, mais j'évoque aussi, et beaucoup en Guadeloupe, vous êtes jeunes, mais vos parents peut-être ou vos oncles ou tantes se souviendront sans doute de Radio Antilles ou encore de Radio Jumbo qui avait émergé dans les années 70, en 75 pour être précis. Et cela aussi, je le raconte parce que ce sont des histoires économiques certes, mais aussi des histoires humaines. Et puis parce qu'à l'époque, il ne faut pas l'oublier, il n'y avait pas de Canal 10, il n'y avait pas de télé privée, pas de radio privée, il y avait une seule radio, c'était la radio d'État, c'était même pas radio de service public, comme aujourd'hui, c'était radio d'État, contrôlée totalement par le ministre de l'Information de l'État gaulliste à l'époque, et c'était Radio Guadeloupe, et c'était la voix de la France, et même pire que ça, c'est la voix de la France coloniale. Et donc, toutes ces radios, Radio Jumbo, Radio Antilles, enfin surtout Radio Jumbo et Radio Caraïbes, ont apporté un souffle nouveau à l'information, duquel a découlé ensuite toutes les radios libres, radios locales privées, les chaînes privées comme Canal 10. Alors vous l'avez dit, donc le livre parle de carnet secret. Il y a des règlements de compte dans le livre ? Non, disons que les gens n'imaginent pas, les auditeurs de RCI, ceux qui le matin dans leur voiture ou le soir écoutent Marvel ou d'autres animateurs ou journalistes, n'imaginent pas d'où vient cette radio, qui la dirige, qui la possède, parce que cette radio n'est pas possédée par les Guadeloupéens, pas plus que par les Martiniquais. Il y a bien quelques actionnaires comme ça pour faire bien dans le paysage, mais en fait cette radio appartient à une milliardaire franco-mauricienne. Ça fait partie par exemple des petits secrets de cette radio. D'accord. Des secrets qu'il ne fallait pas dire. Alors, on revient un petit peu sur l'histoire de Radio Caraïbes, parce qu'effectivement, André Berton a parfaitement raison, il n'y a rien d'écrit sur la presse, même sur la presse. Même sur la presse je sais que vous y êtes sensible. Oui, je suis très sensible à ça. Alors, comment RCI apparaît dans le paysage radiophonique, audiovisuel antillais? Parce qu'en fait, RCI au départ, c'est Sainte-Lucie, puis la Martinique, puis la Guadeloupe. C'est exactement le schéma. C'est Sainte-Lucie au départ, 1960, un homme qui est rédacteur en
chef d'une grande émission qui s'appelle 10 millions d'auditeurs sur Radio Luxembourg, on ne disait pas encore RTL à l'époque, décide de monter sa propre radio et il vient à Sainte-Lucie. Pourquoi ? Parce que c'est à 40 km de la Martinique et qu'on peut y émettre en onde moyenne. À l'époque, la FM n'existait pas. Beaucoup de choses qui n'existaient pas à cette époque-là. Oui. C'était une époque un peu difficile et il a envie de sa propre radio. Il gagne très bien sa vie. Il a une très grande émission, très populaire en France. Il a envie d'avoir sa propre radio, un peu comme vous. Vous avez eu à une époque vos propres journaux. On a tous les journalistes. Un jour, on a envie d'avoir son média. Exactement. Et donc, d'ailleurs, Jessie a son média, voilà. Un journal. Oui, tout à fait. Magazine. Que j'ai vu, effectivement, qui m'a peut-être donné des idées pour la Martinique. Oui. On en reparlera après l'émission. Et donc, il monte cette radio qui, finalement, doit fermer au bout de 2 ans environ. Ça marche bien, hein, ça accroche très bien. Il n'y a pas d'infos, évidemment, sinon pas d'infos locales. L'info, c'est l'agence France Presse. Mais déjà, ce qu'il donne, lui, avec le fil, ce qu'on appelle le fil de Telex de l'agence France Presse, c'est déjà 100 fois plus que ce que donne à l'époque Radio Martinique. Oui. Cette radio, il est obligé, pour des raisons familiales et financières, de la fermer. Elle devient une radio de langue anglaise, opérée par un très grand groupe qui s'appelle Rediffusion. Oui. Puis elle est rachetée par un producteur de disques parisien qui s'appelle Guy Noël, que vous avez connu. J'ai connu. Donc en 1975, c'est la renaissance de Radio Caraïbes, qui ne s'appelle pas encore RCI. C'est moi qui ai trouvé le logo RCI pour faire jeune, comme je le raconte dans le livre. Comme RTL, comme... Voilà, tout à fait, comme RMC. Mais à l'époque, on disait Radio Caraïbes International. On disait tout, du début jusqu'à la fin. Et donc, cette radio démarre en Martinique. D'abord, elle ne peut pas s'installer en Martinique. C'est une radio étrangère. À l'époque, il faut dire que la radio d'État a le monopole de la diffusion sur les territoires. Tout à fait. Donc, c'est une radio étrangère. Et plusieurs fois, moi, je serais sorti, je le raconte aussi, ça fait partie des fameux petits secrets, sorti par le directeur de cabinet d'un préfet à la Martinique, sorti de la préfecture Manu Militari, parce qu'on me traite de radio étrangère, que je n'ai rien à faire là, alors que j'essaie simplement de faire du journalisme, hein, et que la voiture de FR3 à l'époque, elle triomphe devant le grand escalier de la préfecture. Hein, mais c'était comme ça à l'époque. Et donc, cette radio est ensuite rachetée par Robert Augier. Ça fait aussi partie des petits secrets que je révèle. C'est quand même Jacques Chirac qui lui demande de faire quelque chose pour que les médias soient un petit peu contrôlés en Martinique. Et ensuite, grâce à Robert Augier, qui est quand même un homme d'affaires, qui est proche des Chiraciens, il faut le dire. Ah oui, totalement, tout à fait. La chose était assez facile. Le pouvoir économique était totalement contrôlé par des groupes proches des Chiraciens en Martinique. Pareil en Guadeloupe. En Guadeloupe, à ce moment-là, il y a 3 députés RPR qui sont élus. C'était quand même, il y avait que 3 députés à l'époque dans l'archipel. Donc c'était pas très difficile. Il se lie d'amitié d'ailleurs avec Lucette Michaud-Chevry, ce qui à un certain moment facilitera les choses, mais pas au début. Au début, il s'installe en Martinique, il achète la radio et ensuite il l'étend en Guadeloupe en rachetant les installations, les émetteurs notamment, et surtout la licence de Radio Jumbo qui avait fait faillite, qui émettait de la Dominique vers la Guadeloupe et qui entre-temps avait fait Radio Jumbo faillite. d'ailleurs auquel a participé, il faut le dire, M. Rodriguez. Hein. Tout à fait, absolument, tout à fait. Il a été de l'époque. Absolument, il faut lui rendre cet hommage. Il a été le premier agent, directeur commercial en réalité. C'est lui qui en Guadeloupe s'agitait. Et Dieu sait que ceux qui s'en souviennent savent combien il était capable de s'agiter positivement. C'est lui qui faisait tourner la boutique, hein, en fait. D'ailleurs, après, il se lance dans notre aventure radiophonique jusqu'à arriver à Canal 10. Tout à fait, puisqu'ensuite il a monté une radio, Radio Bis, dont, si je me souviens bien, les studios, les émetteurs étaient à Massabielle. Tout à fait. Hein, et ensuite, effectivement, Canal 10. Donc Radio Caraïbes devient à ce moment-là une radio antillaise, Martinique, Guadeloupe, et elle va totalement décoller en Guadeloupe lorsqu'il y aura l'effroyable cyclone Hugo. Mais avant, André Berton, on voit quand même au travers du bouquin et un petit peu au-delà ce qu'on sait, qu'il y a eu quand même de grands noms qui sont passés dans cette radio. Tout à fait, oui, bien sûr, oui, des grands noms d'animateurs, de journalistes. Alors, il y a une époque où en effet c'était une pépinière, pour une raison toute simple. En France, il n'y avait rien. Il y a un tas de jeunes journalistes, et j'ai la prétention d'en faire partie, qui avaient envie de faire de la radio et qui n'avaient pas d'autre solution en n'ayant pas les contacts, les connexions, les pistons, tout ce que vous voulez pour entrer. Pour France Inter. Voilà, France Inter, j'y étais moi, mais beaucoup plus tard. À l'époque, effectivement, il y avait 5 radios en France, et si on arrivait sur le marché, entre guillemets, comme jeune journaliste, il fallait bien aller quelque part. Et alors ça, ce que je ne raconte pas dans le livre, c'est que moi, je me suis trompé
On m'avait parlé à Paris d'une radio montée par un gros producteur de cinéma. En réalité, c'était Radio Jumbo. Le producteur, c'était Christophe Echner. Et je me suis trompé. Un copain me dit, je connais le gars qui monte la radio aux Antilles, ça t'intéresse? Et je suis tombé dans l'autre, Radio Caraïbes. Ah, finalement, c'est par erreur que vous arrivez à... C'est par erreur que j'arrive à RCI, en effet, à Sainte-Lucie. Oui. Tout à fait. Et donc, cette radio, elle émet de là-bas, et sa particularité, c'est de vouloir, dès le début, faire ce qu'on appelle de l'information locale. Tout à fait. S'impliquer dans le paysage politique et économique. Il y avait deux choses importantes. À l'époque, ce qu'on écoutait sur la radio d'État, demandait à ceux de cette génération, mais vous en connaissez de nombreux, ils connaissent par cœur tous les grands chanteurs français des hexagonaux, des années 60, parce qu'il n'y avait quasiment que ça sur la radio d'État. Or, nous, qu'est-ce qu'on diffuse comme dans les programmes musicaux de RCI, dès le départ, pas tout à fait dès le départ, au bout de quelques semaines, disons, notamment grâce au producteur 3A, et bien sûr, ici en Guadeloupe avec Jean-Claude de Beauville, et ici avec les productions d'Henri Debs, naturellement, en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on diffuse? De la musique antillaise, beaucoup de musique antillaise. Donc les gens se reconnaissent dans cette radio. Il y a eu ce phénomène-là, l'information naturellement, puisqu'on a débroussaillé, déblayé le terrain. Je raconte cette anecdote quand même étonnante en Martinique, où je débarque à la maison des syndicats où aucun journaliste n'avait jamais mis les pieds. C'était quand même étonnant. Les journalistes de la radio d'État ou ceux de France Antilles. 1980 à peu près. Oui, dans les années 80, ça. Même pas, bien avant, même 77, 76, 77. Donc ça veut dire que les journalistes de l'époque ne couvraient pas l'information syndicale ou les grèves, tout ça. Surtout pas. Oui. Surtout pas. Surtout pas. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un peu, on nous prenait d'ailleurs pour de dangereux gauchistes, on nous qualifiait de gauchistes. C'est une radio révolutionnaire à l'époque. Je sais que le terme va vous plaire, mais c'est véritablement révolutionnaire. Révolutionnaire simplement parce qu'on raconte ce qui se passe. Rien d'autre, rien de plus. On ne prend pas position, on raconte ce qui se passe. Moi, j'étais le premier journaliste, par exemple, à aller suivre un conseil municipal quand Alfred Marie-Jeanne, un des premiers indépendantistes en Martinique, a été élu maire de Rivière-Pilote. Personne, et surtout pas la radio d'État, n'avait été voir ce qui était le diable. Et d'ailleurs, vous le dites dans le bouquin, Aimé Césaire était interdit des ondes. Aimé Césaire était interdit de radio et interdit de France Antilles, que les gens à l'époque appelaient, les lecteurs appelaient France Manti, je le rappelle. Bon, ça a beaucoup changé, Dieu merci, après 81, c'est un journal tout à fait correct aujourd'hui, mais à l'époque, effectivement, les gens l'appelaient France Manti, mais ils l'achetaient quand même, puisqu'il y avait quasiment rien d'autre. Et donc, en effet, c'est Jean-Claude Asselin-Beauville qui avait eu l'idée de monter une émission. À l'époque, nous étions encore à Sainte-Lucie, et j'allais chaque semaine en Martinique, juste pour la journée, enregistrer l'émission, qu'on diffusait le lendemain ou le surlendemain, je ne me souviens plus exactement. Et donc un jour, c'est Aimé Césaire que beaucoup de Martiniquais ont entendu pour la première fois de leur vie. Car tous ceux qui n'allaient pas en bas du balcon de l'ancienne mairie de Fort-de-France lors des meetings... Ou balisés, n'entendaient pas. Alors il faut dire quand même, Aimé Césaire est maire de Fort-de-France en 1945, et ce dont vous parlez, ça date de 1976. Donc 21 années, il est complètement hors système. C'est-à-dire que même ces interventions à l'Assemblée nationale, on n'en parlait pas. Incroyable, ça paraît tellement inimaginable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est facile de faire de l'information. Il y a les réseaux sociaux, il y a une multitude de radios, de télé, etc. Mais pourtant, c'est une époque toute récente. Et parmi les personnalités dont vous faites allusion dans votre ouvrage, laquelle a marqué le plus RCI, la radio? Très, très honnêtement, je dois dire, même si je n'ai pas eu toujours des rapports excellents avec eux, c'est trois fondateurs. C'est-à-dire Michel Ferry en premier, c'est vraiment le pionnier. Guy Noël, véritablement, parce que sans lui, cette radio n'existerait pas. Et puis ensuite, Robert Rougier. Moi, je suis parti quand Robert Rougier est arrivé, mais néanmoins, je lui rends hommage, puisqu'il a su quand même développer cette radio et la pérenniser, surtout. Alors, j'ai noté quand même dans ce bouquin, André Berton, vous ne parlez pas beaucoup de vous. C'est de la modestie ou parce que vous attendez quelque fasse votre biographie? Parfois, je dis l'auteur. Oui, et je me moque. Vous avez noté que je me moque même de moi. Même les erreurs, même certaines erreurs, je les raconte. Notamment, il y a cette scène ici à Pointe-à-Pitre, lorsque le président Giscard d'Estaing, président de la République, arrive à bord du Concorde. Quel événement, Jessie, vous n'avez pas connu ça. Imaginez le président de la République arrivant en Guadeloupe, parce que la piste était suffisamment longue, pour d'autres raisons d'ailleurs, que Danick connaît bien, liées aux essais nucléaires dans le Pacifique. Mais bref, le Concorde peut atterrir ici en Guadeloupe. Donc, Giscard arrive avec le Concorde, pied de nez aux Américains, etc. Et moi, je suis envoyé de Sainte-Lucie, n'est-ce pas, pour couvrir ce reportage. Mais personne ne connaît Radio Caraïbes ici. On connaît
connaît un peu Radio Jumbo à l'époque, on connaît évidemment la radio d'État. Et Radio Antilles aussi existait déjà? Radio Antilles, mais il faisait très peu d'infos locales en réalité à cette époque-là. On l'a développé en 78. On va en parler tout à l'heure, mais il faudra qu'on dise. Et moi je ne vois rien, on me colle dans un... J'ai la chance, grâce aux gens de l'aéroport, d'avoir une ligne téléphonique fixe, il n'y avait pas de portable à ce moment-là, donc j'ai ma ligne téléphonique, mais je suis dans un bureau complètement aveugle, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai employé néanmoins, en prévision, la méthode Léon Zitrone, j'ai fait des fiches sur tout. Je peux vous raconter le Concorde par cœur, Giscard, etc., ce qu'il vient faire ici. J'ai des fiches sur absolument tout, et je commente, puisqu'on est en direct, j'en entends le bruit très bruyant, effectivement, du Concorde qui se pose. Un policier sympa m'explique qu'il lui voit, me dit de temps en temps en ouvrant la porte, ça y est, il descend la passerelle, etc. Et j'ai raconté à ce moment-là, bon, Giscard descend, salue la foule, à l'époque, dans les regards du Rézé, il y avait une terrasse, et on pouvait dire au revoir aux amis qui partaient en France, et c'était pas tous les jours, et à ceux qui arrivaient, c'était complètement libre, il n'y avait pas les problèmes d'attentat et de sécurité, de sûreté qu'il y a aujourd'hui. Et donc, moi je ne vois rien, le policier lui voit et me dit Giscard descend. Je raconte Giscard qui descend la passerelle, je raconte qu'il salue la foule, il faisait toujours ça, donc je risquais pas de me tromper, et je raconte aussi comment Madame Giscard d'Estaing, dans un magnifique ensemble, je citais, je ne sais plus, Chanel, salue la foule, etc. L'ennui, c'est que Madame Giscard d'Estaing n'était pas dans le voyage. C'est complètement planté. Voilà. Mais personne ne s'en est rendu compte. Carrément. Oui. Non, mais c'était une histoire. Bon, alors, autre chose qui marque aussi le paysage, c'est le fait que Radio Caraïbe, très tôt, commence à s'intéresser au sport aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Absolument, parce qu'il n'y avait pas de direct de sport. C'était d'une tristesse, hein, la radio à l'époque. Et donc, effectivement, les premières émissions avec plusieurs directs sportifs dans l'après-midi, notamment le dimanche, le samedi et le dimanche. Alors, dans les conditions extraordinaires que je raconte en effet, puisqu'il n'y avait pas, on ne pouvait pas faire un multiplex, il aurait fallu des émetteurs FM pour faire un multiplex, mais c'était une radio étrangère qui n'avait aucune autorisation d'émettre localement. Donc, on allait sur un stade, enfin, les correspondants sportifs, les pigistes sportifs, qui étaient pour la plupart des enseignants, hein, ou des employés du privé, de la banque, etc., aller dans les stades, demander gentiment à se faire prêter un téléphone à fil, hein, et ils faisaient toute la retransmission dans le téléphone, ou alors certains plus bricoleurs installaient un magnétophone branché sur le téléphone avec ce qu'on appelle des pinces crocodiles, et un micro sur un pied, ce qui leur permettait de faire tous leurs commentaires par téléphone comme ça pendant 90 minutes. Alors, au-delà de Radio Caraïbe, moi j'ai envie de vous interroger un petit peu sur le journalisme aux Antilles, parce que en fait vous avez vu pratiquement presque un demi-siècle le journalisme aux Antilles. Comment vous avez vu les choses évoluer, André Berton? Elles ont évolué positivement, puisqu'en 1960 il n'y avait aucune information locale et très peu d'informations nationales et internationales, et qu'aujourd'hui on est libre de s'exprimer sur différents médias, plus même peut-être d'ailleurs en Guadeloupe qu'en Martinique. Oui, parce qu'il n'y a pas une chaîne comme aussi dynamique et ouverte sur le peuple que Canal 10 en Martinique, malheureusement. Mais donc, ça on sait. On vous voit en Martinique en ce moment, hein? Oui, enfin, je sais moi-même je regarde Canal 10 en Martinique sur le SAT naturellement. J'allais dire comme tout le monde ou presque. Oui. Donc non, il y a une évolution extrêmement positive naturellement de l'information, mais il y a peut-être plus, les journalistes n'ont peut-être plus cette flamme qu'ils avaient précisément parce que c'était difficile. Aujourd'hui, de surcroît, et c'est un des gros handicaps de la presse aux Antilles de mon point de vue, il y a tellement de communicants partout. La moindre mairie, la moindre entreprise a son chargé de communication, et donc on est noyé sous un flot de communiqués, si bien qu'on ne sait plus où est la véritable information, et si bien qu'on ne se dit plus chaque matin en conférence de rédaction où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher l'information, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter. Oui. Parce que ça, c'est obligé un petit peu. Ça tombe. Oui, ça tombe tout cuit. On fait juste le tri, et on est complètement englué dans ce système qui est, de mon point de vue, extrêmement nuisible à une bonne information. Avec ce livre, vous montrez aussi l'importance de l'éthique du métier du journalisme. Aujourd'hui, est-ce qu'un journaliste peut, on va dire, lutter aussi bien contre la pression économique et politique? Oui, s'il veut. S'il veut. Et puis s'il est viré, tant pis. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière. Hein. Mais s'il veut, oui, bien sûr, oui. Il suffit de le vouloir. Donc à ce niveau-là, ça n'a pas changé par rapport à avant. Ce qui a beaucoup changé, c'est qu'à cette époque-là, et Daniel Xandronis en est témoin, on entrait dans ce métier, parfois en portant les cafés comme stagiaire dans une rédaction. Hein, des gens comme Philippe Bouvard ou d'autres ont commencé comme ça, hein, au fond. Et alors que maintenant, il y a tellement d'écoles de journalisme et surtout de communication plus ou moins sérieuses, qu'on embauche beaucoup des gens qui sont totalement formatés,
au détriment de jeunes gens qui ont envie. Or, rien en vérité n'oblige dans cette profession. Les employeurs ne sont absolument pas obligés par aucune convention, par aucune règle, d'employer des gens qui ont tel ou tel diplôme. Pas du tout. Si on a si un responsable de rédaction voit un jeune qui a envie de faire ce métier, il a parfaitement le droit de l'embaucher, de lui donner sa chance. Et souvent, ceux qui ont envie sont ceux qui réussissent le mieux. Alors, quelques questions sur la comparaison entre RCI, ce que c'était, et à l'époque, puisque vous avez été exactement chef aussi de Radio Antilles, dont on ne sait plus, ici ne sait pas ce qu'a été Radio Antilles, le petit mot sur cette radio qui émettait depuis Montserrat. Tout à fait, qui se trouvait qui était une de ces radios périphériques, donc radio étrangère, là aussi, proximité d'une île. Montserrat, c'était bien entendu avant la catastrophe de l'éruption de la Soufrière. Hein. C'était en fait une radio allemande, c'était un relais de la Deutsche Welle, qui était l'équivalent de Radio France Internationale, pour l'Allemagne de l'Ouest, parce qu'à l'époque l'Allemagne était encore coupée en deux, et il y avait une petite partie de cette radio qui appartenait à un Français, Guy Comminges, qui était le gendre du fondateur de Radio Antilles et de nombreuses autres radios avant et surtout, hélas pour lui, pendant la guerre, Jacques Trémoulet, qui est le véritable fondateur de Radio. Et nous avons à une époque, lorsque Radio Caraïbe est venu s'installer ici, donc dans les années 80, lorsque en 78 exactement, 78-79, lorsque Radio Caraïbe avec Robert Roger, comme je le disais tout à l'heure, est venu s'implanter en Guadeloupe, et bien Radio Antilles a décidé de réagir et de créer une petite structure à Pointe-à-Pitre, rue Henri IV, pour être précis, dans un tout petit local. Il y avait un animateur, il y avait un directeur qui s'occupait de la publicité, un animateur qui était détaché, qui faisait quelques émissions en direct dans des magasins avec un téléphone, tout simplement un téléphone un peu bricolé, un journaliste, c'était moi-même, et une secrétaire. Et deux journalistes après, quand j'ai embauché un jeune stagiaire pour le sport, qui depuis a fait une belle carrière, qui est dans le service public aujourd'hui, il s'agit d'Alex Robin. Donc au début, nous étions effectivement très peu, et pour se rendre à Basse-Terre à l'époque, il n'y avait pas la route qui existe aujourd'hui, c'était quand même compliqué. On a couvert avec mon jeune stagiaire sous-payé Alex Robin, on faisait un journal tous les jours, plutôt du lundi au vendredi pour être précis, tous les jours, un journal complet à deux. Un journal local à deux. Un peu comme vous faites sur Canal 10. C'est ce qu'on fait là, tous les deux, on fait un journal complet tous les jours. Parce que vous avez l'envie, et ça c'est le plus important. Oui, effectivement. Et puis il y a eu aussi Chauvineau qui a travaillé avec vous. Oui, mais je n'y étais pas à ce moment-là. Ah, vous n'étiez plus là quand il était là? Mais sur Radio Antilles, ce que je voudrais dire aussi, c'est l'importance qu'a eu cette radio. Michel Roupéry a été à Radio. Michel Roupéry, il a été à Radio Antilles aussi. Non, pas quand j'étais, à Radio Caraïbe, au début de Radio Caraïbe, je pense. Plutôt au début de Radio Caraïbe. Mais ce qui était intéressant dans ces radios, c'est qu'à un moment, elles ont joué un rôle très très important lorsqu'il y a eu les bombes à la période du Glas, puis celle de l'Arc, mais notamment, moi j'ai vécu celle du Glas, le groupe de libération armée de la Guadeloupe. Eh bien, s'il n'y avait pas eu ces radios, on n'aurait jamais su que ces attentats étaient revendiqués, on n'aurait jamais su pourquoi ils avaient lieu, que revendiquaient ceux qui les commettaient. Pourquoi? Parce que nous, à l'époque, à Radio Caraïbe, qui était à ce moment-là dirigée par Patrice Louis, et à Radio Antilles, dont j'avais la responsabilité du bureau d'information de Guadeloupe, eh bien, nous n'hésitions pas, effectivement, à rendre compte et à donner à l'antenne ces communiqués. Ça m'a valu quelques soucis avec la direction de Radio Antilles, mais comme je vous ai dit, il y a toujours un moment où on se sépare. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, il y a quelque chose, on va peut-être terminer tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui m'inquiète quand même. C'est quand j'ai lu l'ouvrage, qu'est-ce qui gêne Radio Caraïbe, les dirigeants actuels de Radio Caraïbe dans cet ouvrage? Vous êtes un bon journaliste, vous allez leur poser la question. Oui, encore s'ils acceptent de venir ici, ce qui est encore je pense qu'ils ont une position telle et une telle immodestie aujourd'hui. C'est le cas de tous ceux, souvent, c'est le cas de ceux qui ont une position dominante. Vous savez, on est sûr de soi et dominateur, et qu'on n'a pas besoin de petits moustiques là qui viennent nous piquer. Et pourtant, il y aurait d'autres choses. Je crois que je n'ai pas été sévère. On n'a pas été très méchant. Non, j'aurais pu l'être beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Il y aura une suite? Peut-être si on continue à mastiquer. En tout cas, André Berton, merci d'être venu. Vous êtes en signature? Oui, alors demain à la librairie Jazor, demain matin à Pointe-à-Pitre, tout le monde connaît l'adresse, et demain après-midi au Moule. Alors je recommande de fréquenter la librairie, notamment à ceux qui n'aiment pas le football, bien entendu. Il y en a quand même quelques-uns. Quelques-uns quand même. Et les autres viendront
entre les matchs. Je pose quand même la question, vous avez été invité sur le service public pour présenter cet ouvrage? En Martinique, oui. Et en Guadeloupe? Non, pas encore. Alex Cobain, il est encore là. Oui, tout à fait. Enfin, je vous le dis. En tout cas, merci d'être venu. Si vous n'avez pas encore ce bouquin, achetez-le. On peut le trouver. Chez Jazor, demain matin, à Pointe-à-Pitre, et demain après-midi au Moule. Chez Jazor, toujours. Et peut-être qu'André Berton le reverra dans le paysage médiatique guadeloupéen. Merci à tous les deux. En tout cas, merci. Il est pratiquement 13h, 12h56 minutes. On va prendre la page de pub et on se retrouve tout à l'heure avec Jessie pour développer la suite du journal. Voilà, il est 13h02 dans le ZCL. Avant d'attaquer la page importante de ce journal, on voit tout de suite d'abord saluer M. Onana, bonjour. Oui, bonjour. Saluer Marie-Jacques qui est avec nous comme chaque vendredi. Bonjour Marie. Bonjour. Et Jessie qui va développer le journal. On commence par quoi? On commence avec la rencontre d'Harry Chalus. Hier, à l'hôtel de région de Basse-Terre, il a rencontré 3 personnalités de la Caraïbe dans le cadre de la politique de coopération régionale. Donc, il a donc pu échanger avec Roosevelt Skerrit, Premier ministre de la Dominique, sur les dossiers prioritaires liant les 2 îles. Reportage Maxime Morel. De la coopération, c'est aussi des échanges humains, c'est l'amitié. Et donc, le Premier ministre de la Dominique nous avait l'honneur de souhaiter nous rencontrer à l'occasion d'une réunion qu'il devait tenir en préfecture sur les grandes questions de sécurité. Voilà, mais ça a été naturellement une occasion de faire un tour d'horizon sur les grandes priorités que nous portons ensemble et sur lesquelles nous pourrions travailler ensemble, la culture, l'économie sociale et solidaire, les déchets. Voilà, il y a des sujets extrêmement importants, l'emploi surtout. Et puis, naturellement, la sécurité. Voilà. Les relations avec la Dominique sont très fortes et je suis ici aujourd'hui pour vous faire part de notre amitié, remercier aussi de la solidarité dont la Guadeloupe a fait preuve, notamment lors du passage de la tempête Erika en Dominique. Excellent relations for many centuries. As you know, Dominica served as a place of safety. La Dominique a des relations avec la Guadeloupe depuis des siècles. Et d'ailleurs, la Dominique a été un refuge pour beaucoup de Guadeloupéens, notamment pendant le régime de Vichy. Et les relations entre la Guadeloupe dépassent le lien politique. Il s'agit vraiment de relations entre les familles, des familles de Guadeloupe habitant en Dominique ou de Dominique habitant en Guadeloupe. Donc la relation entre la Guadeloupe et la Dominique n'est pas seulement politique, c'est surtout une question d'amitié entre 2 pays. Il a voulu effectivement déjà me rencontrer, me féliciter, comme il l'a dit, de mon élection, mais surtout renouer les liens d'un travail qu'il avait commencé déjà pour cette coopération entre la Caraïbe, la Dominique et la Guadeloupe surtout, et surtout inciter, nous accompagner, comme il le disait, si nous le voulons, pour qu'on puisse entrer dans l'OSCS. Surtout qu'il a un très fort attachement à la Guadeloupe, sa mère vit ici, il a grandi ici à un certain moment et je crois que son frère est né ici. Donc il est très attaché à la Guadeloupe et souhaiterait que la Guadeloupe puisse très vite rentrer dans cette coopération, développer un peu l'économie, la culture, le sport, en fait tout ce que nous pouvons mettre ensemble pour la Guadeloupe et la Dominique. Et Harry Chalus a également rencontré hier Andrea Medina, consul général de la République dominicaine, et Éric de la Moussaille, ambassadeur de France à Sainte-Lucie. Danick. Non, ce que je voulais simplement ajouter, c'est que visiblement la région Guadeloupe veut s'ouvrir sur la Caraïbe, puisque la semaine dernière, Mme Marie-Luce Manchar était à Cuba au 7e sommet de l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe, et qu'elle a annoncé que très prochainement, la Guadeloupe pourrait intervenir dans le cadre de l'OCE, l'autre organisation de la Caraïbe. Donc c'est dire que
pour l'instant en tout cas, puisque Victorien Lurel avait mis un peu le frein sur l'ouverture vers la Caraïbe en disant, en arguant que ça coûtait beaucoup trop cher à l'époque, et on a surtout le sentiment aujourd'hui que peut-être qu'il va y avoir une petite ouverture sur cette Caraïbe, mais ça sous-entend qu'il faudrait revoir les accords économiques, parce que je rappelle que les Caribéens peuvent importer des produits chez nous en Guadeloupe et que nous n'avons pas la possibilité de faire pareil. Donc ce qui veut dire que les entreprises guadeloupéennes pour l'instant ne se sentent pas tellement motivées dans des échanges caribéens, sauf si elles allaient dans les deux sens. Voilà ce qu'on pouvait ajouter. La suite. Et suite aux actes de vandalisme perpétrés dans la nuit du 5 au 6 juin et qui ont conduit à des coûts supplémentaires pour le chantier de Blachon, la ville de Lamentin tenait hier soir un conseil municipal d'urgence, un conseil qui fait encore polémique. Reportage Michel Terrasse. Il était important pour moi de faire ce conseil municipal d'urgence pour dire un certain nombre de choses de manière solennelle devant la population, pour dire que cette municipalité est debout et que ces actes-là ne nous arrêtent pas et que le maire avec son conseil municipal dénonce ce qui se passe mais prenne des mesures en conséquence pour pouvoir mener à bout tous les chantiers de Lamentin et cela en respectant les délais que nous nous sommes fixés. C'est un coup d'État, on vote une motion sans même qu'il y ait débat. La minorité n'a pas eu droit à la parole. La rédaction de cette motion est complètement fallacieuse. On a instrumentalisé les actes de violence pour les faire porter sur la minorité municipale, alors que la même minorité municipale a déjà condamné les exactions et les déprédations qui ont lieu sur le bâtiment public. Comment voulez-vous que José Toribio puisse admettre qu'on puisse attaquer un collège? Comment voulez-vous que José Toribio puisse accepter qu'on attaque Ravine-Chaude? Comment voulez-vous que José Toribio puisse accepter que sur le terrain de sport de Blachon, on puisse commettre des exactions? Ce n'est pas possible. Les objectifs, c'est de nous freiner. Eh bien, nous démontrons là le conseil municipal uni, en force, derrière son maire, avec bien sûr l'appui des services de l'État, qui nous ont dit déjà que les enquêtes sont en cours, que des personnes seront entendues et on verra la suite et que l'affaire est prise en charge sérieusement par les services de gendarmerie et qu'il y a aujourd'hui déjà des pistes. Eh bien, nous attendons la suite, mais en tout cas, nous, si les gendarmes font leur travail du côté judiciaire, nous faisons notre travail au niveau de la mairie pour dire que nous continuons et nous n'allons pas nous arrêter sur tous nos projets, sur tous nos chantiers. Nous n'avons pas peur. Calmement, nous continuerons à travailler.